Pour le 40e anniversaire de ma fille, je me tenais tranquillement dans la cuisine, en train de glacer un gâteau au citron, la même recette que Chloé adorait enfant, tandis que l'odeur de citron et de sucre emplissait l'air. Je souriais doucement, imaginant son visage s'illuminer de plaisir. Mais lorsque je lui ai présenté le gâteau, Chloé n'a pas souri. Au lieu de cela, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit froidement : « Le meilleur cadeau que tu pourrais me faire, c'est de disparaître de ma vie. » Cette nuit-là, je me suis assise seule à ma table de salle à manger, le gâteau au citron intact. Et dans ce silence écrasant, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je m'appelle Hélène Dubois et j'ai toujours cru que l'amour se mesurait en actes de service. Pendant des décennies, je m'étais consacrée au bonheur de ma fille, veillant tard pour coudre des costes, hume d'Halloween, faisant des heures supplémentaires à l'hôpital pour payer ses leçons de danse et mettant de côté mes propres rêves pour que Chloé puisse poursuivre les siens. Devenue veuve jeune lorsque mon mari, Robert, est décédé d'une crise cardiaque soudaine, j'ai porté le poids de 2 parents sur mes petites épaules, ne laissant jamais ma fille ressentir l'absence écrasante d'un père. Je me souviens encore de la nuit qui a suivi les funérailles de Robert. Chloé n'avait que 8 ans, son petit visage confus et effrayé alors qu'elle demandait quand papa rentrerait à la maison. Je l'ai serrée contre moi, mon propre chagrin mis de côté, et je lui ai promis que je serais toujours là pour elle. « Tu ne seras jamais seule, mon trésor », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Maman prendra toujours soin de toi. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé en faisant des gardes doubles en tant qu'infirmière, j'ai économisé chaque centime, je l'ai aidée avec ses devoirs tard dans la nuit, mais lorsque mes yeux brûlèrent de fatigue, j'ai applaudi à chaque récital de danse, pensé chaque genou écorché et célébré chaque réussite comme si c'était une médaille d'or olympique. Quand Chloé a eu besoin d'un appareil dentaire, j'ai vendu les bijoux en argent de ma grand-mère pour le payer. Quand elle a voulu participer à une colonie de vacances qui coûtait plus d'1 mois de salaire, j'ai pris un travail le week-end dans une maison de retraite. « Tu es trop tendre avec cette fille », disait ma sœur Margot. « Elle doit apprendre la valeur des choses. » Mais je ne pouvais pas supporter de voir la déception sur le visage de Chloé. Pas quand je pouvais l'éviter. Pas quand j'avais promis à Robert que je lui donnerais tout. Maintenant, à 62 ans, je me tenais dans ma propre cuisine, celle que j'avais achetée avec les économies de toute une vie, étalant du glaçage sur un gâteau au citron. Mes mains bougeaient avec précaution, les doigts raidis par l'arthrite, mais toujours fermes. Ça la fera sourire, me suis-je murmuré. Elle aimait tant ce gâteau. Au moment où le soleil a atteint son zénith, la maison sentait le sucre chaud et le zeste. Je me suis changée pour mettre ma plus jolie blouse, une blouse bleu pâle, dont Robert disait autrefois qu'elle était assortie à mes yeux. J'ai brossé mes cheveux argentés et j'ai mis la table pour le déjeuner. J'ai même arrangé des marguerites fraîches dans un vase, les fleurs préférées de Chloé depuis qu'elle était petite fille et qu'elle les cueillait dans notre jardin. La porte d'entrée a grincé vers midi. Mon cœur a bondi lorsque Chloé est entrée, suivie de son mari, Jacques, et de leurs 2 enfants, Emma et Noah. « Surprise !» ai-je dit d'un ton enjoué. « Je vous ai préparé quelque chose de spécial. » Chloé s'est figée dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Jacques avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Les enfants m'ont à peine jeté un regard en passant, les yeux rivés sur le « Heirs téléphone ». « Maman » a commencé Chloé, son ton sec. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« J'ai fait ton gâteau au citron préféré », ai-je dit, mon sourire vacillant. « Je pensais qu'on pourrait déjeuner ensemble, comme au bon vieux temps. »
Un lourd silence s'est installé. Honnêtement, maman, a dit Chloé, sa voix montant. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de gâteau ou de déjeuner. Le meilleur cadeau que tu pourrais me faire, c'est de disparaître de ma vie. Les mots m'ont frappé comme un couteau. Ma gorge s'est nouée, tandis que mon monde basculait autour de moi. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Tu ne comprends jamais, a-t-elle lâché. Tu es toujours en train de planer, toujours en train de te mêler de tout. J'en ai marre. Jacques s'est agité maladroitement, mais n'a rien dit. Les enfants fixaient leur téléphone, inconscients de la tension qui crépitait dans l'air. J'ai senti mes mains trembler en lissant ma blouse. Je voulais seulement fêter ton anniversaire. Eh bien, ne le fais pas, a dit Chloé froidement. Nous partons. Avant que je puisse répondre, ils étaient partis, la porte claquant derrière eux avec une finalité qui a résonné dans toute la maison. Je me suis effondrée sur une chaise, fixant le gâteau intact, son glaçage jaune soudainement criard dans la lumière de l'après-midi. Cette nuit-là, je me suis assise seule à la table de la salle à manger. J'ai essayé de manger une part du gâteau au citron, mais je n'ai pas pu avaler au-delà de la boule que j'avais dans la gorge. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. L'horloge que Robert avait accrochée lorsque nous avions emménagé pour la première fois, promettant que nous remplirions cette maison de rire et d'enfants. J'ai repensé à toutes les manières dont je m'étais effacée au fil des ans. Cédant ma chambre pour que Chloé et Jacques puissent la voir quand ils restèrent dormir, les laissant repeindre le S, Alone, dans des couleurs que je détestais, leur permettant d'emprunter mes économies pour acheter une deuxième voiture. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans ma propre maison. Quand cela était-il arrivé? Quand étais-je devenu un fantôme dans ma propre vie? Dans les jours qui ont suivi, Chloé n'a pas appelé. J'ai commencé à remarquer d'autres petites choses que j'avais négligées auparavant. Mon fauteuil préféré, celui que Robert m'avait offert pour notre 10e anniversaire, avait été déplacé au garage il y a des mois, quand Chloé avait dit qu'il jurait avec l'esthétique. Mon courrier était ouvert sans mon consentement, factures et lettres personnelles étalées sur le comptoir de la cuisine. Mon relevé bancaire montrait des retraits que je n'avais pas effectués. J'ai vérifié mes comptes en ligne, une chose que Robert avait insisté pour que j'apprenne avant de mourir, et j'ai découvert que Chloé avait accédé à mon compte régulièrement, prélevant de petites sommes qui s'élevaient à des milliers d'euros au cours de l'année écoulée, de l'argent que j'avais économisé pour des frais médicaux d'urgence, étant donné le coût des soins de santé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque j'ai entendu Chloé parler à une amie au téléphone, alors qu'elle me croyait en train de faire la sieste. « Elle devrait juste nous céder la maison, » a dit Chloé, sa voix portant à travers les murs minces. « Elle est trop vieille pour la gérer de toute façon. » Savais-tu qu'elle a oublié de payer la facture d'eau le mois dernier? On a dû s'en occuper. C'est épuisant. Je n'avais pas oublié la facture. Chloé l'avait prise de ma pile de courrier, disant qu'elle m'aiderait avec mes finances. Mon cœur s'est endurci. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis permis d'imaginer une vie qui n'était pas centrée sur le bonheur de Chloé. Une vie où je ne m'excusais pas constamment de prendre de la place, d'avoir des besoins, d'exister. Ce soir-là, j'ai ouvert un journal vierge que j'avais reçu en cadeau de Noël des années auparavant, mais que je n'avais jamais utilisé. Sur la première page, j'ai écrit « J'ai été invisible dans ma propre maison, mais c'est terminé. » J'ai fait une liste de tout ce que Chloé et sa famille avaient pris, l'argent, l'espace, le respect, et j'ai pris la résolution de reprendre ce qui était à moi. Le lendemain matin, j'ai rendu visite à une avocate. Les bureaux de maître Sarah Martin se trouvaient dans un petit immeuble du centre-ville,
modeste mais bien entretenue. Sarah Martin, une femme aimable d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard vif, a écouté attentivement tandis que je lui expliquais ma situation. Je veux mettre à jour mon testament et geler l'accès à mes comptes, ai-je dit fermement, surprise de la stabilité de ma voix. Maître Martin a hoché la tête, prenant des notes. Et votre maison? Vous avez mentionné que votre fille et sa famille séjournaient chez vous. Ils ne séjournaient pas chez moi, ai-je clarifié. Ils prenaient le dessus. Je veux reprendre le contrôle total. Maître Martin a souri, une petite courbe approbatrice sur ses lèvres. Vous faites ce qu'il faut, Madame Dubois. Beaucoup de femmes dans votre situation ont du mal à fixer des limites avec leurs enfants adultes. Commençons par une révocation de la procuration financière et nous verrons à partir de là. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une lueur d'espoir. Je ne reconnaissais plus ma propre maison. Les murs n'étaient plus du crème doux que Robert et moi avions choisi il y a 30 ans, lorsque nous avions emménagé à Clerval. Ils étaient maintenant d'un gris dur, sur lequel Chloé avait insisté pour moderniser l'endroit. Les rideaux à fleurs que j'avais cousus moi-même avaient été remplacés par des stores blancs stériles. Même ma cuisine, autrefois le cœur de ma maison, me semblait étrangère. Mes tasses à thé préférées avaient disparu, remplacées par des et verre design que Chloé avait apportés. J'avais cédé chaque petite bataille, pensant que cela maintiendrait la paix. Mais maintenant, je réalisais que j'avais été lentement effacée, repeinte comme les murs, jusqu'à ce que plus rien de moi ne subsiste dans cette maison. Après ma rencontre avec l'avocate, je suis rentrée à la maison d'un pas lourd. L'air était vif et le soleil projetait de longues ombres sur les rues suburbaines tranquilles de Clerval. Je me suis souvenue de l'époque où Robert et moi venions d'emménager ici, jeunes et pleins de rêves. À l'époque, la maison semblait vivante, remplie de rire et de son amour. Maintenant, elle ressemblait à une cage. J'ai déverrouillé la porte et suis entrée dans le silence creux. « Chloé », ai-je appelé instinctivement, bien que je sache qu'il ne serait pas à la maison. Chloé et sa famille étaient repartis à la plage pour le week-end. Je l'avais découvert seulement parce que j'avais entendu Jacques parler au téléphone la veille. Il n'avait même pas pris la peine de me dire qu'il partait. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Enfin, plus mon lit. Je dormais maintenant dans la petite chambre d'amis parce que Chloé et Jacques insistaient pour utiliser la chambre principale pendant qu'ils économisaient pour leur propre maison. Ils économisaient depuis 5 ans maintenant. J'ai fixé la photo jaunie de Robert sur ma table de chevet. Il souriait, son bras autour de ma taille, debout devant notre maison nouvellement achetée. « Robert », ai-je murmuré, la voix brisée. « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» À notre maison, ce soir-là, j'ai commencé à trier de vieux documents, des relevés bancaires, des titres de propriété, des factures de services publics. Mes mains tremblaient en découvrant d'autres retraits non autorisés. Des milliers d'euros siphonnés de mon compte au cours de la dernière année. « Chloé », ai-je chuchoté, ma poitrine se serrant. « Comment as-tu pu ?» Le lendemain matin, j'ai confronté ma fille. « Chloé, pouvons-nous parler ?» ai-je dit alors qu'elle entrait dans la cuisine, des sacs de courses à la main. « Pas maintenant, maman. Je suis occupée. » « C'est important. » Chloé a soupiré de manière théâtrale. « Bon, qu'est-ce que c'est ?» Je me suis agrippée au bord du comptoir. « J'ai vu mes relevés bancaires. Il y a des retraits que je n'ai pas faits. Des milliers d'euros. Chloé, est-ce que tu les as pris ?» Chloé a levé les yeux au ciel. « On avait besoin de l'argent, les frais de scolarité des enfants, les réparations de la voiture. Tu ne comprendrais pas. Tu ne m'as même pas demandé. » Ma voix s'est brisée. « Tu exagères » a lancé Chloé.
Tu en as plus qu'assez. Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste? Ai-je murmuré. Oui. Tu es vieille, maman. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, de tout cet argent. Il est temps que tu commences à penser à nous. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Le mot « vieille » flottait dans l'air entre nous. Brandico. Madame une arme? N'étais-je plus que ça pour elle maintenant? Une vieille femme qui devait tranquillement disparaître. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Les mots de Chloé résonnaient dans mon esprit. Tu es vieille. Tu n'as pas besoin de tout ça. Il est temps que tu commences à penser à nous. Mais n'avais-je pas passé toute ma vie à penser à Chloé? Chaque décision, chaque sacrifice, chaque rêve reporté. N'était-ce pas tout pour elle? Quand était-ce devenu mon devoir de disparaître? J'ai pensé à Robert, à ce qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant. Il avait toujours été le plus fort, celui qui pouvait rester ferme quand je vacillais. Hélène? Dirait-il, utilisant mon prénom avec cette douceur qui n'appartenait qu'à lui. On ne peut pas se vider pour remplir les autres. Une résolution d'acier s'est installée dans ma poitrine. La semaine suivante, je suis retournée chez Maître Martin et j'ai signé les papiers pour geler mes comptes. J'ai également entamé une procédure pour reprendre le contrôle total de ma maison, y compris une mise en demeure formelle pour que Chloé et sa famille trouvent leur propre logement dans les 60 jours. Ce ne sera pas facile, m'a prévenu Maître Martin. Ils vont résister. Les dynamiques familiales peuvent devenir très laides dans ces situations. Je suis prête, ai-je dit fermement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Quand Chloé a découvert les comptes gelés, elle a fait irruption dans ma chambre, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié. « J'ai repris ce qui est à moi. » ai-je répondu tranquillement. « Mais tu es folle !»« Tu veux nous mettre, moi et les enfants, à la rue ?» J'ai tenu bon. « Tu devras trouver ton propre chemin, Chloé. C'est ma maison, ma vie, et je ne te laisserai plus en prendre davantage. » Le visage de Chloé s'est tordu de rage. « Tu vas le regretter. »« Peut-être, » ai-je dit doucement. « Mais au moins, j'aurai ma dignité. » La maison n'était plus silencieuse. Après avoir gelé mes comptes et entamé des poursuites judiciaires pour reprendre le contrôle de ma propriété, Chloé a transformé la maison en zone de guerre. Les rires de mes petits-enfants, autrefois une source de joie, ressemblaient maintenant à des armes lancées en l'air. Les portes claquaient à toute heure. Les voix s'élevaient. Et même le chien de la famille semblait nerveux, se cachant sous les tables. Je restais seule dans la petite chambre d'amis qui était devenue mon sanctuaire. Je serrais mon journal contre ma poitrine et murmurais dans le silence « Je ne les laisserai pas tout prendre. » 2 semaines plus tôt, lorsque j'avais déposé les papiers, je m'attendais à de la résistance, mais pas à cela. Chloé refusait de partir, revendiquant des droits sur la maison où elle avait grandi. « C'est ma maison aussi !» a-t-elle crié lorsque je lui ai présenté les documents juridiques. « Tu as perdu la tête, maman. »« Non, » ai-je dit calmement. Je l'ai retrouvée. Jacques a essayé de servir de médiateur, mais ses mots sont tombés à plat. Il s'était habitué à vivre sous mon toit. Pas de loyer, pas de réelle responsabilité, juste une plainte occasionnelle sur la vitesse du Wi-Fi ou la pression de l'eau. « Tu es en train de déchirer la famille », a-t-il dit d'un ton accusateur. « Je crois que c'est déjà fait, » ai-je répondu tranquillement. Dans les jours qui ont suivi, Chloé a commencé à déformer la réalité. Elle a appelé des parents, se peignant en victime. « Elle nous met à la rue », sanglotait Chloé au téléphone. « Après tout ce que nous avons fait pour elle. » Bientôt, mon téléphone n'a cessé de sonner. Des cousins, des amis de la paroisse, même des voisins éloignés ont appelé pour me réprimander.
Comment peux-tu faire ça à ta propre fille? Tu mourras seule, Hélène. Tu ne te soucies pas de tes petits-enfants? Chaque appel était comme un coup de couteau, mais j'ai refusé de fléchir. J'ai parlé à Margot, m'attendant au même jugement. Mais elle m'a surprise. Il était temps, a-t-elle dit d'un ton bourru. Cette fille te marche dessus depuis des années. Robert serait fier que tu te défendes enfin. Chaque soir, je m'asseyais à mon petit bureau en bois, écrivant dans mon journal. J'ai sacrifié ma paix pour la leur trop longtemps. Je ne reviendrai pas en arrière. Je relisais de vieilles entrées, de minuscules instantanés d'une vie passée à me rétrécir pour faire de la place aux autres. La fois où Chloé a emprunté ma voiture et l'a accidentée sans s'excuser. Le jour où Jacques a changé le mot de passe du Wi-Fi, me bloquant l'accès à mon propre réseau. Les innombrables nuits où je suis restée seule pendant que la famille de Chloé remplissait ma maison d'invités, sans jamais m'inviter à les rejoindre. La procédure d'expulsion a traîné pendant des semaines. J'ai commencé à faire de petits changements, récupérant mon fauteuil préféré du garage, remplaçant les stores de la cuisine par mes vieux rideaux à fleurs. Je me suis même acheté un bouquet de marguerites, les premières fleurs que je m'achetais depuis des années. C'était comme respirer à nouveau. Un soir, je me tenais dans ma cuisine, faisant bouillir de l'eau pour le thé, quand Chloé a fait irruption. « Ça s'arrête maintenant !» a-t-elle sifflé. « Tu vas appeler ton avocate et lui dire d'arrêter ?»« Non. » Les yeux de Chloé se sont rétrécis. « Si tu ne le fais pas, tu ne nous reverras plus jamais, ni moi, ni les enfants. » Mes mains tremblaient en plaçant le sachet de thé dans ma tasse. « J'espère que nous n'en arriverons pas là, » ai-je dit doucement. « Mais je suis prête si c'est le cas. » Chloé m'a dévisagée comme si elle me voyait pour la première fois. « Tu as changé, » a-t-elle craché. « Avant, tu te souciais de la famille. »« Je m'en soucie toujours, » ai-je répondu. « Mais maintenant, je me soucie de moi aussi. » Cette nuit-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, sirotant mon thé à haies. Les contours familiers du fauteuil m'enveloppaient, et j'ai passé mes doigts sur l'accoudoir usé, où Robert posait autrefois ses mains. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre maison. Le lendemain matin, Jacques est venu dans ma chambre. « Hélène, » dit-il doucement, « pouvons-nous parler ?» J'ai levé les yeux, méfiante. « Nous partons, » dit-il. Nous avons trouvé un endroit où loger temporairement. Chloé est bouleversée, mais je pense que c'est pour le mieux. J'ai hoché la tête, le cœur à la fois lourd et léger. Alors que Jacques s'éloignait, il s'est arrêté. Je suis désolée de la tournure des événements. Moi aussi, ai-je murmuré. La maison était de nouveau silencieuse. Pour la première fois depuis des années, je pouvais me déplacer de pièce en pièce sans entendre des pas lourds à l'étage, sans jouets éparpillés dans le couloir, sans voix appelant mon nom. Pas de colère, pas de besoin, juste le silence. Je me suis tenue au milieu de mon salon et j'ai réalisé que ce silence n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Le matin après le départ de Chloé et de sa famille, je me suis tenue dans l'embrasure de la porte de la chambre principale. Elle sentait encore faiblement son parfum coûteux, celui qui coûtait plus cher que mes médicaments mensuels. Le lit était défait, les draps emmêlés dans la précipitation du départ, des cintres traînaient sur le sol et les tiroirs pendaient ouverts comme des blessures. Je me suis approchée de la fenêtre et je l'ai ouverte en grand. L'air frais a rempli la pièce, apportant avec lui le parfum des rosiers que Robert avait plantés en dessous. Pour la première fois depuis des années, je la sentais à nouveau mienne. En bas, des cartons étaient empilés près de la porte d'entrée. Des objets que la famille de Chloé avait laissés derrière elle dans son départ précipité. Je les ai passés en revue lentement, méthodiquement.
Des vêtements de marque que Chloé n'avait pas, S prit la peine d'emballer. Des jouets que les enfants avaient épassés. Les clubs de golf de Jacques, curieusement, avaient été laissés appuyés contre le mur. J'ai trouvé une vieille photo de famille au fond d'une boîte. Moi, Robert, et une Chloé adolescente souriant lors d'un pique-nique à la plage. Ma poitrine s'est serrée, tandis que je traçais leur visage du doigt. Le sourire de Chloé avait été si authentique à l'époque. Ses yeux brillants de ce mélange particulier d'assurance et d'incertitude de l'adolescence. Le bras de Robert était autour de mes épaules, son visage bronzé et détendu. « Où nous sommes-nous perdus ?» ai-je murmuré à la pièce vide. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis installée dans un nouveau rythme étrange. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, frottant des années de saleté et de désordre. J'ai réarrangé les meubles, remettant les pièces là où elles se trouvaient, avant les « améliorations » de Chloé. J'ai rempli des vases de fleurs fraîches, fait, peint pour moi-même, et écouté les vieux disques de jazz que Robert et moi avions collectionnés. Mais les nuits étaient les plus difficiles. Je m'asseyais dans mon fauteuil avec un livre sur mes genoux, lisant la même phrase encore et encore, incapable de me concentrer. La maison ne résonnait plus de rire, mais de souvenirs, à la fois doux et amers. Je me surprenais à écouter les pas de Noah ou les rires d'Emma pour n'être accueillie que par le silence. Un soir, près d'1 mois après leur départ, mon téléphone a sonné. Mon cœur a bondi quand j'ai vu le nom de Chloé. Malgré tout, elle était toujours ma fille, et elle me manquait. J'ai hésité avant de répondre. « Maman » a dit Chloé d'un ton plat. « On a besoin d'argent. » Mon espoir momentané s'est effondré. « Je ne peux pas, Chloé, » ai-je dit doucement. « J'ai assez aidé. »« Tu es incroyable, » a-t-elle lâché. « Tu abandonnes ta famille. »« Non, » ai-je dit fermement. « Je me sauve moi-même. »« Alors tu ne nous reverras plus jamais. »« Mais ni moi ni les enfants, » a sifflé Chloé avant de raccrocher. J'ai fixé le téléphone dans ma main, mon cœur battant la chamade. Était-ce vraiment la fin? Ne tiendrais-je plus jamais Emma et Noah dans mes bras? Ne les verrais-je jamais grandir? La pensée était presque insupportable, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne serais plus prise en otage par les menaces et la manipulation émotionnelle. Le lendemain, une lettre est arrivée par la poste. Elle n'était pas de Chloé. Elle était de Madame Dubois, la voisine âgée 2 maisons plus loin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, m'attendant à plus de jugement, plus d'accusations. Au lieu de cela, j'ai lu. « Chère Hélène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vis en face de vous depuis 25 ans. J'ai observé depuis ma fenêtre comment vous portiez des fardeaux que personne ne devrait porter seul. J'ai vu à quel point vous avez travaillé dur pour élever Chloé, comment vous avez accueilli sa famille dans votre maison, et comment ils ont pris le dessus. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas m'ingérer, mais je veux que vous sachiez ceci. Je vous vois, Hélène. Je vous ai toujours vue et je pense que vous êtes plus courageuse que vous ne le réalisez. Avec toute mon affection, Marguerite Dubois. » J'ai serré la lettre contre ma poitrine alors que les larmes coulaient sur mes joues. Pendant si longtemps, je m'étais sentie invisible, même à mes propres yeux. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne l'étais pas. Quelqu'un avait été témoin de ma vie tout ce temps, voyant mes luttes, mes sacrifices. Et maintenant, mon courage. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans le salon et je me suis assise avec mon journal. Je pensais que perdre Chloé me briserait, ai-je écrit. Mais peut-être que cela m'apprend à revivre. Les jours s'allongeaient et mon sentiment de solitude aussi. Chaque matin, je parcourais ma maison silencieuse, passant mes doigts le long de la rampe en bois lisse que Rob il avait construit autrefois. Les pièces semblaient plus grandes maintenant, plus vides, mais aussi plus légères,
comme si des années de tension avaient été levées des murs. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer. J'ai commencé à explorer des coins de ma propre vie que j'avais longtemps abandonnés. Dans le grenier, j'ai trouvé de vieux carnets de croquis de mes 20 ans. Avant que la maternité ne consume chaque instant, j'avais voulu être artiste. J'avais même suivi des cours à l'université populaire. Robert avait encouragé mon dessin, encadrant mes croquis d'amateur et les accrochant fièrement. Assise près de la fenêtre, j'ai recommencé à dessiner. Des fleurs délicates, des paysages tranquilles, et parfois des visages que je ne pouvais jamais tout à fait terminer. Au début, mes mains tremblaient. Mes lignes étaient hésitantes. Mais bientôt, les mouvements sont devenus naturels, comme si je renouais avec une vieille amie. Je me suis inscrite à un cours d'art du centre socio-culturel local, une petite salle avec de grandes fenêtres et l'odeur perpétuelle de gomme et de café. Je n'ai pas fait ça depuis des années, ai-je avoué timidement à l'instructrice, une femme joyeuse nommée Claire, avec des lunettes colorées et un jean éclaboussé de peinture. « Eh bien, il n'est jamais trop tard pour commencer, » a dit Claire chaleureusement, me tapotant l'épaule. « L'art ne se soucie pas de votre âge. » Chaque jeudi, je m'asseyais parmi des étrangers qui sont progressivement devenus des connaissances, puis, étonnamment, des amis. Au début, je parlais à peine, mais lentement, ma voix est revenue. Des mots doux et prudents au début, puis des rires que je n'avais pas entendus dans ma propre gorge depuis des années. Je me sens ridicule de dessiner à mon âge, ai-je avoué un après-midi en regardant mes doigts tachés de fusain. N'importe quoi, a dit un homme plus âgé de l'autre côté de la table, sa barbe blanche saupoudrée de pastel. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce mot de passe. Et pas ridicule. Vous êtes libre. Libre? Les mots se sont installés dans ma poitrine comme une pierre chaude. À la maison, je me suis surprise à fredonner à nouveau en préparant le dîner pour une personne. J'ai réarrangé les meubles du salon, acheté un nouveau jeu de rideaux et rempli les murs de mes propres dessins. Ce n'était plus une maison, c'était la mienne. Mais la voix de Chloé résonnait encore dans mon esprit la nuit. Tu abandonnes ta famille? Tu mourras seule. Les mots m'enveloppaient comme un brouillard froid, s'insinuant alors que j'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond. 3 mois se sont écoulés sans un mot d'elle. J'ai appelé pour l'anniversaire d'Emma, mais mon appel est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des cartes pour les 2 enfants, mais je n'ai jamais su s'ils les avaient reçues. J'ai laissé des messages qui n'ont jamais été retournés. Un soir pluvieux d'avril, mon téléphone a sonné. J'ai hésité en voyant le nom de Chloé. « Ah !» avec une profonde inspiration. J'ai répondu. « Maman ?» La voix de Chloé s'est brisée. « On a des difficultés. Tu manques aux enfants. » Mon cœur s'est serré. « Ils me manquent aussi, » ai-je dit doucement. Je n'aurais pas dû dire ces choses avant. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était quelque chose. J'ai attendu, écoutant sa respiration à l'autre bout du fil. « Est-ce qu'on peut revenir ?» a demandé Chloé. Juste le temps qu'on se remette sur pied. J'ai fermé les yeux. Je pouvais entendre le désespoir dans la voix de ma fille. Mais j'entendais aussi l'avertissement dans mon propre cœur. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait de nécessité. « Je suis désolée, Chloé, » ai-je murmuré. « Mais je ne peux pas laisser les choses redevenir comme avant. Tu dois construire ta propre vie maintenant. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, Chloé a raccroché. Je suis restée assise, tranquillement, des larmes coulant sur mes joues. Mais cette fois, mes larmes n'étaient pas seulement de la tristesse. Elles étaient une libération. Le lendemain, je suis allée au jardin partagé près de chez moi
et je me suis agenouillée dans la terre. J'ai planté de la lavande et du romarin, laissant mes doigts s'enfoncer dans la terre. C'était comme planter des morceaux de moi-même, des parties que je ne faisais que redécouvrir maintenant. Le printemps est arrivé tranquillement, peignant Clerval de vert tendre et de touches de couleur. Hélène Dubois se tenait à la fenêtre de sa cuisine, une tasse de thé fumante à la main. Le jardin à l'extérieur était vivant de lavande, de romarin et de marguerites, tous plantés de ses propres mains. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'impression de m'appartenir. Cela faisait 3 mois depuis le dernier appel de Chloé. Je pensais souvent à elle, non pas avec colère, mais avec une douleur tendre dans la poitrine. J'espérais qu'elle trouvait sa propre force, elle aussi. Mais je ne regrettais pas ma décision. Pour la première fois de ma vie, je ne me rétrécissais pas pour m'adapter à l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écrivais la mienne. Un après-midi ensoleillé, je me suis rendue au centre socio-culturel pour mon cours d'art. Je portais un petit portfolio sous mon bras, contenant mes derniers croquis que Claire m'avait encouragée à exposer lors de la prochaine vitrine de printemps. « Vous êtes nerveuse ?» a demandé Claire avec un sourire. « Un peu, ai-je admis, mais fière aussi. Vous devriez l'être. » Lors de l'exposition, je me tenais à côté de mes dessins, de délicats croquis de fleurs, de mains et de visages pleins d'émotions. « C'est vous qui avez fait ça ?» a demandé une jeune femme, s'arrêtant devant un dessin des mains d'une femme âgée, chaque ride méticuleusement rendue. « Oui, ai-je dit doucement. « C'est magnifique, a-t-elle dit, croisant mon regard. On peut sentir la vie qu'il y a dedans. J'ai souri. Merci. Pendant des années, j'avais été invisible, mais ici, dans cette petite salle communale, des étrangers me voyaient, non pas comme une aide-soignante, non pas comme un fardeau, mais comme une femme avec une voix et une vision propre. Après l'exposition, Claire a invité la classe à prendre un café dans un café voisin. J'ai hésité. Je sortais rarement le soir maintenant, mais quelque chose m'a poussée à accepter. S'asseoir autour d'une table avec ces gens qui ne savaient rien de mon passé, mais qui acceptaient mon présent, était étrangement libérateur. À Hélène. Claire a levé sa tasse. Notre nouvelle artiste exposante. Tout le monde a trinqué, et une chaleur s'est répandue en moi qui n'avait rien à voir avec le café. Plus tard, cette semaine-là, j'ai reçu une autre lettre de Madame Dubois. « Hélène, je suis passée devant votre jardin aujourd'hui. Il est magnifique, tout comme vous. J'espère que vous savez combien de femmes comme nous vous regardent et trouvent du courage dans votre histoire. Vous nous rappelez que il n'est jamais trop tard pour reprendre nos vies. Avec admiration, Marguerite. » J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon journal. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, la douce lumière du soleil couchant entrant par la fenêtre. J'ai pris mon journal et j'ai commencé à écrire. Pendant si longtemps, j'ai pensé que ma valeur venait de ce que je donnais aux autres. Mon temps, mon argent, mon amour. Mais maintenant, je vois que j'ai toujours été suffisante. Non pas en tant que mère, non pas en tant qu'aide-soignante, mais en tant qu'Hélène. Je ne suis pas en train de disparaître. Je suis enfin là. J'ai fermé le journal, le cœur plein et léger. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 jeunes filles du quartier tenant un panier de madeleines. « Bonjour, Madame Dubois » a gazouillé l'une d'elles. « Maman dit que c'est pour vous. Elle dit que votre jardin l'inspire. » Je me suis agenouillée à leur niveau, souriant. « Dites à votre maman que et la remercie, ai-je répondu chaleureusement. Les filles ont fait un signe de la main et sont parties en courant, leur rire résonnant dans la rue. Je suis restée un instant sur le seuil, la brise me caressant le visage.
Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue. Une semaine plus tard, j'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers quand une voiture familière s'est garée dans mon allée. Mon cœur a raté un battement lorsque Chloé en est sortie. Elle semblait plus mince, le visage tiré et fatigué. Elle s'est approchée avec précaution, s'arrêtant au bord du jardin. « Maman, salut !» dit-elle, sa voix faible. Je me suis redressée, essuyant mes mains sur mon tablier de jardinage. « Chloé, ton jardin est joli ?» C'était une observation si ordinaire, si différente des remarques acerbes auxquelles je m'étais habituée. J'ai hoché la tête. « Merci. » Nous sommes restés dans un silence gêné, des années de blessures s'étendant entre nous. « Je suis désolée. Affina. »« Le ment ?» dit Chloé, les mots sortant d'un trait. « J'ai été horrible avec toi. Les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traité. Je n'ai aucune excuse. » J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité. « Qu'est-ce qui a changé ?» Chloé a baissé les yeux. « On a eu des difficultés. Jacques a perdu son travail, et j'ai réalisé à quel point on t'avait exploité, à quel point je t'avais exploité. » Elle a fait une pause. « Et puis j'ai vu ton dessin au centre socio-culturel. » Mon dessin? Celui des mains. C'était tes mains, n'est-ce pas? Je les ai reconnues. Elles avaient l'air si fortes, même avec l'arthrite. Je me suis souvenu comment ces mains tressaient mes cheveux, me faisaient de la soupe quand j'étais malade. Les larmes ont rempli ses yeux. J'ai été si égoïste. J'ai voulu me précipiter vers elle, l'embrasser comme je l'avais toujours fait, mais quelque chose m'a retenue. Chloé, je t'aimerai toujours, mais je ne peux pas revenir à ce que c'était avant. Je sais, a-t-elle murmuré. Je ne demande pas ça. Ma mère me manque. C'est tout. La simple honnêteté de ces mots a brisé quelque chose en moi. Tu m'as manqué aussi. Pourrions-nous peut-être prendre un thé un de ces jours? Demanda-t-elle timidement. Juste pour parler. C'était une petite demande. Un minuscule pont sur le gouffre qui nous séparait. J'aimerais bien, ai-je dit. Alors que Chloé se tournait pour partir, elle a hésité. Les enfants demandent de tes nouvelles? Ils aimeraient te voir. J'aimerais ça aussi, ai-je dit, sentant les premières pousses tendres de l'espoir. Après son départ, je me suis assise sur le banc du jardin, les émotions tourbillonnant. Était-ce un véritable changement de cœur ou juste une autre manipulation? Seul le temps le dirait. Mais pour une fois, je ne me précipitais pas pour me sacrifier au premier signe de réconciliation. J'avancerai avec prudence, protégeant le moi que j'avais mis tant d'efforts à retrouver. Le dimanche. Lunch suivant, Chloé a amené Emma et Noah pour le déjeuner. Les enfants étaient timides au début, comme s'ils rencontraient une étrangère. Mais lorsque j'ai sorti une assiette de biscuits fraîchement cuits, la glace a commencé à fondre. « Mamie, c'est vraiment toi qui les as faits ?» a demandé Noah, du chocolat barbouillé sur son menton. « Oui, » ai-je souri. « Voudrais-tu m'aider à faire la prochaine fournée ?» Son hochement de tête enthousiaste m'a réchauffé le cœur. Emma, maintenant âgée de 12 ans et au seuil de l'adolescence, était plus réservée. Elle s'est assise tranquillement, observant, jusqu'à ce qu'elle remarque le carnet de croquis sur la table d'appoint. « Tu dessines ?» a-t-elle demandé, la surprise dans la voix. « Oui. »« Tu veux voir ?» Elle a hoché la tête et je lui ai tendu le carnet. En tournant les pages, ses yeux se sont écarquillés. « C'est vraiment bien, mamie. »« Merci, Emma. »« Pourrais-tu m'apprendre un de ces jours ?»« J'adorerais, » ai-je dit, croisant le regard de Chloé par-dessus la tête d'Emma. Quelque chose est passé entre nous. Une reconnaissance, peut-être,
de cycles brisés et de nouvelles possibilités. Après leur départ, j'ai ajouté une note à mon journal. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui a été brisé. Le lendemain, Maître Martin a appelé avec des nouvelles. La maison est officiellement et uniquement à votre nom, Madame Dubois. J'ai également mis en place le fonds fiduciaire comme vous l'avez demandé. Vos économies sont protégées pour vos besoins en soins de santé, avec des dispositions pour l'éducation de vos petits-enfants. Merci, ai-je dit, sentant un poids se lever. Et l'amendement à mon testament? Tout est fait. Chloé héritera de la maison à terme, mais les conditions sont claires. Elle ne peut pas la vendre de votre vivant. Même avec votre permission, votre résidence est protégée. Il ne s'agissait pas de punir. Chloé. Il s'agissait de m'assurer que je ne serais plus jamais poussée hors de ma propre vie. Ce soir-là, j'ai commencé une petite peinture, pas seulement un croquis cette fois, mais une aquarelle complète. Elle montrait un jardin en fleurs avec une petite silhouette aux cheveux argentés s'occupant des plantes. Derrière elle, à peine visible, mais indubitablement là, se trouvaient 2 enfants et une femme plus jeune, regardant à une distance respectueuse. Je l'ai intitulée « Limite en fleurs » et je l'ai accrochée dans le couloir. L'été est arrivé avec une chaleur douce et des jours plus longs. Mon jardin a prospéré, et moi aussi. Je me suis inscrite à un cours de natation pour seniors à la piscine locale, redécouvrant la joie de mouvoir mon corps dans l'eau. J'ai invité Madame Dubois à prendre le thé régulièrement, formant une amitié qui aurait dû commencer des années plus tôt. Chloé et moi avons établi une routine prudente. Des déjeuners le dimanche, des virées shopping occasio. Nell. Elle est restée dans l'appartement qu'elle et Jacques avaient loué, travaillant à reconstruire leurs finances et, j'espérais, leur indépendance. Notre relation était différente maintenant, plus prudente, plus égale. Je n'étais plus seulement sa mère, j'étais Hélène Dubois, une femme à part entière. Un après-midi, Emma a demandé si elle pouvait rester chez moi pour un atelier d'art d'un week-end. Chloé a hésité, puis m'a regardée. « Si ça ne dérange pas mamie, j'adorerais la voir », ai-je dit, reconnaissant la confiance qui m'était offerte. Ce week-end-là, Emma et moi avons peint côte à côte dans la véranda. Je lui ai appris les coups de pinceau et le mélange des couleurs, la patience et la perspective. Mais la leçon la plus importante était tacite, qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie. « Mamie ?» a dit Emma alors que nous nettoyions nos pinceaux. « Maman m'a dit qu'elle avait été méchante avec toi avant ?» J'ai fait une pause, ne sachant pas comment répondre. « Elle a dit qu'elle avait oublié que tu es une personne aussi, pas seulement une maman. » Emma m'a regardée avec des yeux sérieux. « Je trouve que tes peintures sont vraiment bien. Je suis contente que tu n'aies pas disparu. » Je l'ai serrée dans mes bras, les larmes menaçant de couler. « Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. » Jacques a trouvé un nouvel emploi en septembre et Chloé a commencé à travailler à temps partiel dans une librairie locale. Ils reconstruisaient leur vie étape par étape. Je regardais à distance, offrant mon soutien, mais pas de solution. C'était leur voyage maintenant. Un soir, Chloé a appelé juste pour bavarder, pas pour demander quelque chose, pas pour se plaindre, mais simplement pour partager sa journée. C'était une petite chose, mais elle semblait monumentale. « Je suis un cours de gestion financière », a-t-elle dit. « J'aurais dû le faire il y a des années. »« C'est merveilleux », ai-je répondu, entendant la fierté dans sa voix. « Je veux te remercier, Mam. »« dit-elle doucement, « de ne pas avoir cédé, de m'avoir fait grandir. » Enfin, les mots se sont installés dans mon cœur comme des graines. « Je suis fière de toi, Chloé, » ai-je dit, et je le pensais. En octobre,
Claire m'a encouragée à soumettre mon travail à une petite galerie présentant des artistes locaux. À ma grande surprise, 3 de mes œuvres ont été acceptées. Le soir du vernissage est arrivé et je me tenais nerveusement dans une robe noire que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Tu es magnifique », a dit Madame Dubois en me serrant le bras. Robert serait si fier. J'ai souri en pensant à lui. Oui, je pense qu'il le serait. La galerie était bondée d'étrangers, admirant diverses œuvres d'art. Mon petit coin présentait 3 aquarelles, une de mon jardin, une du parc du quartier et une d'un fauteuil vide baigné de soleil. « Maman !» Je me suis retournée pour voir Chloé, Jacques et les enfants, tous bien habillés et souriants. « On n'aurait pas manqué ça », a dit Chloé, me tendant un petit sac cadeau. « C'est pour toi ?» À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, une petite palette avec des pinceaux. « Pour célébrer ton nouveau départ », a dit Chloé, « et pour te remercier de m'avoir montré que c'est possible. » J'ai glissé le bracelet à mon poignet, les mots me manquant. Au lieu de cela, je l'ai serré dans mes bras, sentant quelque chose guérir entre nous. Plus tard dans la nuit, je me suis assise à ma table de cuisine, la maison silencieuse autour de moi. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « Aujourd'hui, j'étais une artiste. Pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, bien que je sois aussi toutes ces choses. Mais aujourd'hui, j'étais principalement Hélène Dubois, artiste, et ma famille m'a vue. » La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu. Une femme qui avait vu mon travail à la galerie voulait me commander une peinture pour son bureau. Ce n'était pas une grosse commande, mais c'était ma première. « Bien sûr », ai-je dit, essayant de paraître professionnelle alors que mon cœur s'envolait. « Je serais ravie. » Après avoir raccroché, j'ai dansé dans ma cuisine, riant comme une jeune fille. 62 ans, et je commençais une carrière que j'avais abandonnée 4 décennies plus tôt. La vie s'est installée dans un nouveau rythme. Cours d'art, jardinage, natation, visites occasionnelles avec Chloé et sa famille. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque et me suis fait de nouvelles amies, des femmes de mon âge avec leurs propres histoires. Nous partagions du vin et des rires, comparant nos notes sur les 2e actes de la vie. Je n'aurais jamais pensé recommencer à 0 à 62 ans, ai-je avoué un soir. « Tu ne recommences pas à 0, a dit sagement mon amie Hélène. Tu continues là où tu t'étais arrêtée. Il y a une différence. » J'ai souvent pensé à cela dans les moments calmes. Je n'étais pas une nouvelle personne. Je permettais enfin à moi, mon vrai moi, d'émerger après des années d'abnégation et d'invisibilité. 1 an après que Chloé et sa famille ont déménagé, j'ai organisé une fête dans le jardin. Des amis du cours d'art, des voisins, mon club de lecture, et oui, Chloé et sa famille, tous réunis dans le jardin que j'avais transformé en une explosion de couleurs et de parfums. Madame Dubois a levé son verre pour porter un toast. À Hélène, qui nous rappelle à tous que la vie peut s'épanouir à tout âge. J'ai regardé ces gens qui me voyaient vraiment, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Le voyage n'avait pas été facile, et les blessures n'étaient pas entièrement guéries. Mais je m'étais retrouvée. Je n'avais pas disparu. J'étais enfin apparue. 18 mois après que Chloé m'a dit de disparaître de sa vie, je me trouvais devant un chevalet dans ma véranda. La lumière du petit matin filtrait à travers les fenêtres. Mon arthrite me faisait souffrir ce jour-là, rendant mes doigts. GTS raide et légèrement enflé. Mais je continuais à peindre. L'inconfort était un petit prix à payer pour la joie qui m'inondait à chaque coup de pinceau. La toile devant moi contenait les débuts d'un portrait. Madame Dubois, assise dans son jardin,
son visage buriné tourné vers le soleil. J'avais commencé à suivre des cours de portrait il y a 6 mois, me mettant au défi de capturer non seulement la ressemblance, mais aussi l'essence. Madame Dubois avait été mon premier sujet volontaire en dehors des cours. « Vous me faites paraître plus jeune que je ne le suis », avait-elle taquiné lors de notre dernière séance. « Je peins ce que je vois », avais-je répondu sincèrement. Ce que je voyais, c'était la beauté de ses 82 ans, la dignité dans les rides autour de ses yeux, la sagesse dans le pli de sa bouche, la force dans ses mains noueuses qui s'occupaient encore des rosiers malgré une arthrite pire que la mienne. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai répondu. « Madame Dubois, c'est Diane de l'Université populaire de Clerval. Nous avons reçu votre candidature pour animer l'atelier d'art pour débutants seniors. » Mon cœur s'est accéléré. Après 3 petites expositions réussies, j'avais enfin trouvé le courage de postuler pour un poste d'enseignante. Pas pour l'argent, ma retraite et mes économies étaient suffisantes, mais pour la chance d'aider d'autres à découvrir ce que j'avais découvert, que la créativité n'expire pas avec l'âge. « Nous aimerions vous offrir le poste pour la session d'été », a poursuivi Diane. 10 semaines, les mardis matins. Seriez-vous intéressé ? Oui, ai-je dit sans hésitation. Je serais ravie. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Enseignante. C'était un titre que je n'avais jamais imaginé pour moi. Mère, épouse, veuve, infirmière. Celles-ci avaient été mes identités. Mais maintenant, à 64 ans, j'en ajoutais de nouvelles. Artiste, enseignant. Femme retrouvée. J'ai appelé Margot pour partager la nouvelle. « Pas surprise », a dit ma sœur de sa manière typiquement directe. « Tu as toujours été la patiente. Tu te souviens comment tu m'as appris à faire une tresse française quand maman ne pouvait pas s'en donner la peine ?» J'ai ri. C'était il y a 50 ans. Et tu n'as pas perdu le tour de main pour expliquer les choses. Ces seniors auront de la chance de t'avoir. Après notre appel, je suis retournée à ma peinture avec une énergie renouvelée. En travaillant, j'ai pensé au parcours de l'année et demie écoulée. La douleur n'avait pas complètement disparu. Il y avait encore des moments où les mots de Chloé résonnaient dans mon esprit. Encore des jours où ce que notre relation aurait pu être me manquait. Mais ces moments ne me définissaient plus. Notre relation s'était installée dans quelque chose de nouveau. Pas le lien étroit que j'avais autrefois imaginé, mais pas non plus la dynamique toxique qu'elle était devenue. Loé et Jacques avaient déménagé dans une modeste maison de l'autre côté de la ville l'été dernier, utilisant leurs propres économies pour l'acompte. Ils venaient 1 ou 2 fois par mois, généralement avec les enfants. Nos interactions étaient polies, parfois chaleureuses, occasionnellement tendues, mais toujours respectueuses. Emma, maintenant âgée de 13 ans, avait développé un véritable intérêt pour l'art. Elle passait un samedi par mois avec moi, apprenant des techniques et développant son propre style. Ces jours m'étaient précieux, non seulement pour le lien avec ma petite fille, mais aussi pour le miracle d'assister à la découverte de sa propre voie créative. Noah, à 9 ans, était moins intéressé par l'art, mais adorait aider dans le jardin. Il avait son propre petit lopin de terre, où il cultivait des carottes et des radis avec une détermination féroce. L'apprenti jardinier de mamie, se nommait-il fièrement. Quand ma séance de peinture s'est terminée, j'ai nettoyé mes pinceaux, avec soin, un rituel qui m'apportait toujours la paix. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Claire. « N'oublie pas le dîner ce soir. Grande nouvelle à partager. » Claire était devenue l'une de mes amies les plus proches. Notre lien s'était forgé à travers l'art et le respect mutuel.
Elle organisait un petit dîner pour quelques membres de notre groupe d'art. J'ai répondu par un SMS de confirmation rapide et je suis allée prendre une douche. En m'habillant pour la soirée, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était différente de celle qui se tenait au même endroit 2 ans plus tôt, glaçant un gâteau au citron avec des mains tremblantes. Mes cheveux argentés étaient maintenant coupés en un carré élégant qui encadrait mon visage. J'avais perdu du poids, non pas à cause du stress ou de la négligence comme auparavant, mais grâce à la natation et au jardinage. Il y avait de la couleur sur mes joues et une fermeté dans mon regard qui avait longtemps été absente. « Bonjour, Hélène », ai-je dit doucement à mon reflet. Une habitude que j'avais développée dans le cadre de ma guérison. Une simple reconnaissance de ma présence, de ma valeur. La soirée chez Claire était animée. 6 d'entre nous étions réunis autour de sa table, partageant de la nourriture, du vin et des histoires. La grande nouvelle de Claire s'est avérée passionnante. On lui avait offert un poste d'artiste en résidence dans un centre de retraite au Nouveau-Mexique pour 3 mois. « Je suis terrifiée et excitée », a-t-elle admis. Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'à Clerval. « Tu seras formidable », l'ai-je assuré en lui serrant la main. « J'ai une faveur à te demander », a dit Claire. « Voudrais-tu prendre en charge mon cours avancé pendant mon absence ? Tu es plus que qualifiée. » La table s'est tue, tandis que tout le monde me regardait. Il y a 1 an, j'aurais refusé, je me serais faite petite, j'aurais insisté sur le fait que je n'étais pas prête. Mais l'Hélène d'aujourd'hui, lui reconnaissait une opportunité quand elle se présentait. « Je serais honorée », ai-je dit en levant mon verre, « aux nouvelles aventures. » Alors que nous trinquions, j'ai ressenti une vague de gratitude pour ces personnes qui étaient entrées dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Pour la communauté que j'avais bâtie de toutes pièces. Sur le chemin du retour, j'ai pris la longue route à travers Clerval, passant devant le parc où Robert et moi nous promenions le dimanche après-midi, devant l'école où Chloé avait joué dans des pièces de théâtre et des concerts. La ville contenait des strates de souvenirs, certains douloureux, d'autres précieux. Mais ce n'était plus seulement la toile de fond de l'histoire de ma famille, c'était devenu le décor de la mienne. Quand je suis arrivée à la maison, il y avait un paquet sur mon porche. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture inconnue. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, magnifiquement ouvragée. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé une collection de pinceaux de haute qualité et une note. Pour la femme qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les pinceaux. Votre travail m'inspire. Une autre fleur tardive. J'ai passé mes doigts sur les pinceaux, touchés par ce cadeau anonyme. Était-ce quelqu'un de ma classe? Un visiteur d'une de mes expositions? Peu importait. Ce qui importait, c'était la connexion, la reconnaissance d'une expérience partagée. Le lendemain matin, j'ai utilisé l'un des nouveaux pinceaux pour terminer le portrait de Madame Dubois. La pointe fine en martre m'a permis d'obtenir des détails que j'avais eu du mal à capturer avec mes anciens pinceaux. Quand j'ai finalement reculé pour évaluer l'œuvre terminée, j'ai ressenti une vague de fierté. C'était bon. Pas seulement bon pour une amatrice ou bon pour mon âge, mais vraiment bon. J'ai soigneusement emballé la peinture et je me suis rendue chez Madame Dubois. Elle a ouvert la porte avec son sourire chaud, l'heureux habituel qui s'est élargi lorsqu'elle a vu ce que je portais. « C'est pour moi ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants. « Si ça vous plaît ?» ai-je répondu, soudainement nerveuse en le déballant. Madame Dubois est restée silencieuse en étudiant le portrait. Dessus, elle était assise dans sa chaise de jardin, le visage incliné vers le soleil, un livre oublié sur ses genoux. J'avais capturé le moment que j'associais le plus à elle. Une contemplation paisible, une force tranquille. « Hélène », a-t-elle finalement murmuré, « vous avez vu jusqu'au fond de mon âme. »
J'ai retenu mes larmes. Vous avez été ma première championne, ai-je dit simplement. C'est mon remerciement. Nous avons accroché le portrait dans son salon, puis nous avons partagé du thé et des biscuits, comme nous l'avions fait d'innombrables fois. Notre conversation a serpenté à travers les sujets. La remise de diplôme de sa petite fille, mon prochain poste d'enseignante, la nouvelle boulangerie en ville. J'ai vu Chloé à l'épicerie hier, a mentionné Madame Dubois nonchalamment. Elle a demandé de vos nouvelles. Oh? J'ai gardé un ton neutre. Elle voulait savoir si je pensais que vous seriez intéressé à vous joindre à eux pour un week-end au lac. Apparemment, l'entreprise de Jacques a un chalet qu'ils peuvent utiliser. J'ai remué mon thé, pensive. Chloé ne m'en avait pas parlé directement. Était-elle en train de tâter le terrain par l'intermédiaire de Madame Dubois? Que lui avez-vous dit? Ai-je demandé. Que je ne suis plus dans le business de parler au nom d'Hélène Dubois? Qu'elle devrait vous le demander elle-même. Madame Dubois m'a lancé un regard entendu. Vous avez fait trop de chemin pour revenir en arrière, ma chère. J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa compréhension. J'irai peut-être si elle le demande. Mais à mes conditions? Exactement. Ce soir-là, Chloé a appelé. Elle semblait hésitante, presque timide, en expliquant l'histoire du châle, thé au lac, et en m'invitant pour le week-end suivant. Emma apporte son matériel de dessin, a-t-elle ajouté. Elle a dit que tu pourrais peut-être lui apprendre quelques techniques de paysage. J'ai soigneusement examiné l'invitation. Un week-end avec la famille de Chloé aurait autrefois été rempli de tensions, avec moi m'accommodant de toutes leurs préférences, tout en étouffant mes propres besoins. Mais les choses étaient différentes maintenant. Merci pour l'invitation, ai-je dit. Je serais heureuse de me joindre à vous, mais je viendrai avec ma propre voiture pour pouvoir aller et venir comme bon me semble. Il y a eu une pause, et je me suis demandé si l'ancienne Chloé referait surface, agacée par ma limite. Mais au lieu de cela, elle a simplement dit « C'est logique, nous serons heureux de t'avoir pour le temps qui t'arrange. » Progrès, ai-je pensé en nous disant au revoir. De petits pas en avant. Le chalet au lac s'est avéré être un charmant refuge rustique sur les rives, et du lac Morrison, à environ 1 heure de Clerval. Je suis arrivée le samedi matin, ma voiture remplie de matériel de dessin pour Emma et d'une tarte aux myrtilles maison, la préférée de Noah. Chloé m'a accueillie avec une étreinte sincère. Encore un peu maladroite, mais chaleureuse. Nous sommes contents que tu sois venue, maman. Jacques a fait un signe de la main depuis le ponton où il apprenait à Noah à pêcher. Emma est sortie du chalet, déjà son carnet de croquis à la main. « Mamie, on peut aller dessiner le lac maintenant ?» J'ai ri. « Laisse-moi au moins rentrer mes sacs d'abord. » La journée s'est déroulée agréablement. Emma et moi avons trouvé un endroit parfait sur un affleurement rocheux d'où l'on pouvait voir toute l'étendue du lac. Je lui ai montré comment capturer le jeu de la lumière sur l'eau, la perspective des montagnes s'estompant au loin. « Tu es si douée pour ça ?» a dit Emma en me regardant travailler. « Pourquoi n'as-tu pas commencé à peindre plus tôt ?» La question m'a prise au dépourvu par sa franchise innocente. En fait, je l'ai fait quand j'étais jeune. Mais ensuite, la vie est devenue bien remplie. J'ai eu ta mère, j'ai travaillé comme infirmière. Et il ne semblait tout simplement pas y avoir de temps. Emma a réfléchi à cela. Mais il y a toujours du temps pour les choses qui comptent, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. J'ai souri de voir ma propre sagesse se refléter en moi. Tu as raison. J'aurais dû prendre le temps. Mais je me rattrape maintenant. Je suis contente, a dit Emma, retournant à son croquis. Tu as l'air plus heureuse quand tu peins. La vérité sort de la bouche des enfants, ai-je pensé. Le dîner ce soir-là était une affaire communautaire. Jacques faisant griller le poisson qu'ils avaient empêché et Chloé préparant une salade.
J'ai remarqué de petits changements dans leur dynamique. La façon dont Jacques a remercié Chloé pour son aide, l'absence des commentaires acerbes qui avaient autrefois caractérisé leurs interactions. « C'est délicieux !» ai-je dit en savourant la truite fraîche. « Jacques prend des cours de cuisine ?» a dit Chloé avec une pointe de fierté. « Il prépare le dîner 3 soirs par semaine maintenant. »« C'est ma thérapie », a admis Jacques. « Moins cher qu'un psy. » Nous avons tous ri, et j'ai croisé le regard de Chloé de l'autre côté de la table. Il y avait une compréhension là, une reconnaissance mutuelle du chemin parcouru par chacun d'entre nous. Après que les enfants se soient couchés, nous nous sommes assis tous les 3 sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître au-dessus du lac. Le silence était confortable, ponctué seulement par le doux clapotis des vagues contre le rivage. « Maman !» a finalement dit Chloé. « Je voulais te dire quelque chose. » Je me suis tournée vers elle, le cœur s'accélérant légèrement. « Je vois un thérapeute, » a-t-elle dit. « Depuis environ 6 mois maintenant. »« C'est bien, » ai-je dit prudemment, ne sachant pas où cela menait. « Il m'aide à comprendre certaines choses sur moi-même, sur pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait. » Chloé a pris une profonde inspiration. « J'avais peur de finir seule, que Jacques me quitte comme papa l'a fait. »« Ton père n'est pas parti, » ai-je interrompu doucement. « Il est mort, Chloé. »« Je sais, mais le résultat était le même. Tu étais seule, à lutter. Je t'ai vu tout sacrifier pour moi. Et je pense que je t'en ai voulu pour ça, de me faire sentir que je devais valoir tout ce sacrifice. » Je suis restée avec ces mots, sentant leur vérité s'installer en moi. Comment n'avais-je jamais vu ça? En essayant de protéger Chloé du sentiment d'absence de son père, l'avais-je involontairement accablée? Et puis, quand j'ai eu ma propre famille, a poursuivi Chloé, je crois que j'essayais de reprendre tout ce que je sentais que tu m'avais pris. Mon indépendance, mes choix. J'ai pris ta maison, ton argent, ta dignité, et je l'ai justifié en me disant que tu me le devais. Jacques a tendu la main et a pris la sienne, la soutenant dans cette confession difficile. « Je ne te dis pas ça pour trouver des excuses, » a dit Chloé en essuyant ses larmes. « Rien n'excuse la façon dont je t'ai traitée. Je te le dis parce que je veux que tu saches que j'y travaille, sur moi-même, et parce que je suis désolée, maman. Vraiment désolée. » J'ai senti des larmes sur mes propres joues. « Merci de me le dire, » ai-je dit. « Ça m'aide à comprendre aussi. » Nous sommes restés assises en silence à nouveau, mais c'était un silence de guérison, plein de pardons non dits. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je suis sortie sur le ponton avec mon carnet de croquis. Le lac était calme, reflétant l'aube rose et dorée comme un miroir. J'ai commencé à dessiner, me perdant dans la scène paisible. C'est magnifique. Je me suis retournée pour voir Jacques debout derrière moi, 2 tasses de café à la main. Il m'en a offert une et s'est assis à une distance respectueuse. « Chloé dort encore, » dit-il. Elle laisse rester debout tard, inquiète d'en avoir trop dit ou pas assez. J'ai hoché la tête, acceptant le café avec reconnaissance. C'était assez, plus que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, Jacques a regardé le lac. Je t'ai laissé tomber aussi, dit-il tranquillement. J'ai vu comment elle te traitait, et je n'ai rien fait. Pire que rien, j'ai participé. Pourquoi? Ai-je demandé, sans accusation, mais avec une curiosité sincère. Il a soupiré. La faiblesse, je suppose. La peur de faire des vagues. Et peut-être aussi un sentiment de droit. C'était plus facile de prendre ce que tu offrais que de tenir sur nos propres jambes. Il a croisé mon regard directement. Je suis désolée, Hélène. Merci,
ai-je dit simplement. Nous sommes restés assis dans un silence complice, regardant un couple de canards glisser sur l'eau. Tu sais, a finalement dit Jacques, tu as changé ma façon de penser aux vieilles. Hissement. Avant, je le voyais juste comme un déclin, quelque chose à craindre. Mais tu es plus vivante maintenant que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'est comme si tu t'étendais, au lieu de te contracter. J'ai réfléchi à ces mots. C'est exactement ce que je ressens, ai-je convenu, comme si je prenais enfin l'espace que je mérite. Le week-end s'est terminé avec des promesses de le refaire. Peut-être à l'automne, lorsque les feuilles transformeraient les rives du lac en or et en cramoisi. Je suis rentrée chez moi, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Non pas parce que toutes les blessures étaient guéries. Certaines cicatrices resteraient toujours, mais parce que l'honnêteté avait enfin créé un espace pour une véritable connexion. L'été est arrivé avec une explosion de chaleur et de couleurs. Mon jardin a prospéré, tout comme mon art. Animer l'atelier pour débutants m'a apporté une joie inattendue en voyant des adultes plus âgés découvrir ou redécouvrir l'expression créative. Certains étaient timides au début, s'excusant pour leurs efforts d'amateurs, mais je reconnaissais la faim dans leurs yeux, le même désir d'expression personnelle qui s'était éveillé en moi. Oubliez la perfection, leur ai-je dit le premier jour. Cherchez la connexion. Avec vous-même, avec ce que vous voyez, avec ce que vous ressentez. La technique viendra. À la 3e semaine, l'atmosphère était passée d'hésitante à enthousiaste. Phyllis, une ancienne comptable de 70 ans, s'est découvert un talent pour les paysages audacieux et expressionnistes. Walter, un veuf comme moi, trouvait du réconfort dans des natures mortes méticuleuses d'objets ordinaires. Les lunettes de lecture de sa défunte femme, un gant de baseball usé, des clés sur un crochet. « Vous avez créé un espace sûr ici », m'a dit la directrice du programme après avoir observé un cours. « Ils vous font confiance. » La confiance, c'était un cadeau que je ne prenais pas à la légère. Quand Claire est revenue du Nouveau-Mexique en septembre, bronzée par le soleil du désert et débordante de nouvelles idées, elle a insisté pour voir mon dernier travail. « Hélène Dubois ?» s'est-elle exclamée en examinant les peintures dans mon atelier de la véranda. « Tu as trouvé ta voix ?»« Vraiment ?» ai-je demandé, surprise par son évaluation. « Absolument. Il y a une qualité distinctive dans ton travail maintenant. Ce jeu de lumière et d'ombre, la façon dont tu rends les mains, c'est indubitablement toi. » Ces mots m'ont accompagnée alors que je me préparais pour ma plus grande exposition à ce jour. Une exposition vedette à la galerie communautaire de Clerval en octobre. 20 œuvres, toutes réalisées au cours de la dernière année, seraient exposées pendant 3 semaines. Le directeur de la galerie avait suggéré un thème, visible, portrait de femmes de plus de 60 ans. J'avais passé des mois sur la collection, peignant des femmes de ma communauté, Mada, Dubois dans son jardin, Hélène de mon club de lecture avec son violoncelle bien-aimé, Phyllis de mon cours d'art, les mains couvertes de peintures vibrantes. Ma sœur Margot, le visage ridé mais féroce, alors qu'elle s'entraînait pour son 10e marathon, à 68 ans. Chaque portrait capturait non seulement une ressemblance, mais une vie pleinement vécue. Une femme qui refusait de disparaître avec l'âge. La semaine précédant l'exposition, j'ai reçu une visite inattendue. Une voiture noire élégante s'est garée dans mon allée et une jeune femme en tailleur en est sortie. Elle s'est présentée comme Vanessa Morgan, directrice du centre d'art Westfield dans la grande ville voisine. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette visite impromptue, » a-t-elle dit. « J'ai vu votre travail dans une petite exposition le mois dernier et je voulais vous parler directement. » Autour d'un thé dans ma cuisine, elle a expliqué que Westfield prévoyait une exposition spéciale pour le mois de l'histoire des
Femme, intitulée Fleurs tardives. Artiste féminine ayant commencé après 50 ans. Nous aimerions inclure votre travail, a-t-elle dit, en particulier vos portraits de femmes âgées. Ils sont remarquables, non sentimentaux, mais profondément compatissants. J'ai failli laisser tomber ma tasse de thé. Westfield n'était pas une galerie communautaire. C'était un centre d'art régional prestigieux qui présentait des artistes établis. Je suis flattée, ai-je balbutié. Mais je suis encore très nouvelle dans ce domaine, autodidacte pour la plupart. Vanessa a souri. C'est précisément ce qui nous intéresse. Votre travail a une authenticité que la formation formelle polie, parfois à l'excès. Vous voyez ces femmes, vous les voyez vraiment. Elle m'a laissé sa carte et une demande d'examiner l'opportunité. Après son départ, je me suis assise dans mon jardin, submergée par les possibilités qui s'ouvraient devant moi. Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que j'envisageais « Et une exposition prestigieuse », je l'aurais cru fou. Pourtant, j'en étais là. J'ai appelé Chloé ce soir-là pour partager la nouvelle. « Maman, c'est incroyable !» s'est-elle exclamée avec un enthousiasme sincère. « Westfield, c'est du sérieux ? Emma et moi y sommes allés en sortie scolaire l'année dernière. Je ne suis pas sûre d'être prête pour quelque chose d'aussi visible, ai-je admis. N'est-ce pas tout l'intérêt ? A demandé doucement Chloé. Être visible à nouveau. Sa perspicacité m'a surprise. Oui, ai-je dit après un moment. Oui, je suppose que si. Alors tu dois le faire, a-t-elle dit fermement. Et nous serons tous là le soir du vernissage. La nuit de mon vernissage à la galerie communautaire est arrivée, claire et fraîche. Je portais une robe bleu profond qui faisait ressortir mes yeux et un collier en argent que Robert m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Madame Dubois a insisté pour nous conduire toutes les deux, malgré mes protestations. « N'importe quoi, a-t-elle dit. Les artistes ne devraient pas avoir à se soucier du stationnement le soir de leur grand soir. » La galerie était déjà bondée quand nous sommes arrivés. Claire m'a accueillie avec une étreinte chaleureuse. « Prête à briller ?» J'ai hoché la tête, bien que des papillons dansaient dans mon estomac. Mes yeux ont balayé la salle, notant des visages familiers, mes élèves du cours d'art, des voisins, des amis du club de lecture. Et puis, debout près du centre de la galerie, Chloé, Jacques et les enfants, tous sur leur 31. Emma s'est précipitée vers moi, m'enveloppant dans une étreinte. « Mamie, c'est trop cool! Tout le monde parle de tes peintures. » Noah, mal à l'aise dans une chemise boutonnée, a ajouté « Ouais, et il y a du fromage chic aussi. » J'ai ri, reconnaissante de sa présence terre à terre. Le directeur de la galerie a teinté un verre pour attirer l'attention et a fait une brève introduction, parlant avec éloquence du thème de l'exposition, à visibilité et de mon parcours d'artiste. Puis, il m'a invité à dire quelques mots. Debout devant la foule, j'ai ressenti une panique momentanée. Mais ensuite, j'ai regardé mes peintures qui tapissaient les murs. Toutes ces femmes qui m'avaient fait confiance pour les voir, pour rendre leur force et leur vulnérabilité sur la toile. Je leur devais mon courage. Il y a 3 ans, ai-je commencé, on m'a dit que le meilleur cadeau que je pourrais offrir serait de disparaître. Ce fut un moment dévastateur, mais aussi une prise de conscience. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé, qui m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai réalisé que je disparaissais déjà depuis des années, me faisant plus petite, plus silencieuse, moins exigeante, moins visible. Ces peintures sont ma réponse à cela. Pas seulement mon refus de disparaître, mais ma célébration des femmes qui restent vibrantes et présentes dans leur 6e, 7e, 8e décennie et au-delà. Un murmure d'appréciation apparaît
parcouru la foule. Chaque femme ici, ai-je continué en désignant les portraits, m'a appris quelque chose sur la résilience, sur la grâce, sur le fait de revendiquer sa place dans un monde qui nous ignore souvent en vieillissant. Elles m'ont montré que la vie ne diminue pas avec les années. Elle s'approfondit, s'enrichit, devient plus complexe. En parlant, j'ai remarqué une grande femme élégante au fond de la salle, Vanessa Morgan de Westfield, qui a croisé mon regard et a souri d'un air approbateur. Donc, cette exposition ne consiste pas seulement à être vue par les autres, ai-je conclu. Il s'agit de nous voir nous-mêmes, notre valeur, notre beauté, notre droit durable à prendre de la place dans ce monde. Merci à tous d'en être témoins avec moi ce soir. Les applaudissements ont été chaleureux et soutenus. Alors que les gens se déplaçaient pour examiner les peintures de plus près, je me suis retrouvée entourée de sympathisants. La soirée s'est déroulée dans un tourbillon de conversations, de félicitations et, à ma grande surprise, de points rouges vendus apparaissant à côté de plusieurs œuvres. Vers la fin de la soirée, Vanessa s'est approchée de moi. C'était un beau discours, Hélène, et je suis encore plus convaincue que vous avez votre place dans notre exposition. Avez-vous décidé? J'ai regardé autour de la galerie, mon travail, les gens qui s'y intéressaient, la communauté qui s'était formée autour de cet acte de création et de témoignage. Oui, ai-je dit fermement. Je serais honorée de participer. Plus tard, alors que la foule se clairsemait, Chloé m'a trouvée assise sur un banc, prenant un moment de calme. « Je suis si fière de toi, maman », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. « Merci », ai-je répondu, réalisant depuis combien de temps j'attendais d'entendre ces mots de sa part. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de disparaître. Je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à ce soir ce que je te demandais de faire. Elle a pris ma main. Je suis désolée. Je sais, ai-je dit en lui serrant doucement les doigts. Nous sommes restées assises dans un silence confortable, regardant Jacques aider le personnel de la galerie à emballer soigneusement une peinture vendue pour son nouveau propriétaire. La vie est drôle, n'est-ce pas? A songé Chloé. Il y a 3 ans, tout s'est effondré. Mais regarde ce qui a poussé sur les décombres. J'ai hoché la tête, pensant à tous les cadeaux inattendus qui avaient émergé de cette période douloureuse. Ma passion retrouvée pour l'art, de nouvelles amitiés, un sens plus fort de moi-même, et oui, même cette relation lentement guérissante avec ma fille. « Regrettes-tu quelque chose ?» a demandé Chloé avec hésitation. J'ai soigneusement examiné la question. « Je regrette la douleur que nous nous sommes causée, » ai-je dit finalement. « Mais je ne regrette pas de m'être retrouvée. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire sans ce point de rupture. » Chloé a hoché la tête, pensive. Moi non plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je me suis préparé une tasse de thé. Je l'ai emportée dans le jardin, qui était maintenant teinté d'or automnal. Les fleurs se fanaient, mais restaient de belles dans leur transition saisonnière. J'ai pensé au parcours des 3 dernières années, de l'invisibilité à la reconnaissance, de l'abandon de soi à la découverte de soi. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des jours de doute, de solitude, de me demander si j'avais fait les bons choix. Mais assise dans mon jardin, le soleil du matin réchauffant mon visage, je savais avec une certitude absolue que oui. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Emma. « Mamie, mon prof d'art plastique a adoré les techniques que tu m'as montrées. On peut peindre à nouveau ce week-end ?» J'ai souri et j'ai répondu « Bien sûr, mon trésor. Ma porte est toujours ouverte. » Et elle l'était. Ouverte à de nouvelles possibilités, ouverte à des connexions plus profondes, ouverte.
Herth à la vie pleine et riche que je continuais de créer jour après jour. Ce soir-là, j'ai ajouté une dernière entrée au journal que j'avais commencé il y a 3 ans. Quand Chloé m'a dit de disparaître, elle ne réalisait pas qu'elle m'appelait en fait à apparaître. Pleinement, authentiquement, sans excuse. Le voyage de l'invisibilité à la visibilité n'a pas été droit ni facile. Il y a eu des détours, des revers, des moments de doute. Mais chaque pas m'a conduite ici, à cet endroit de paix et de but. Je suis Hélène Dubois. Artiste, enseignante, mère, grand-mère, amie. Je prends de la place dans ce monde sans m'excuser. Je suis vue, et plus important encore, je me vois clairement maintenant. Je n'ai pas disparu. J'ai émergé. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et si vous avez apprécié mon parcours, ne manquez pas 2 autres histoires qui sont les favorites de notre chaîne. Mon gendre s'est moqué de mon petit Érili. Âge jusqu'à ce qu'il apprenne ce que c'était vraiment. Et, après 40 ans de mariage, j'ai découvert la vie secrète de mon mari.